Pour des raisons techniques, étant donné que nous avons atteint les 4 heures d'enregistrement continu, il a fallu donc basculer vers la conclusion. Et donc nous allons vous tenir en haleine encore pendant une petite demi-heure si toutefois vous êtes encore en état de nous suivre. Après la mort de Muhammad en 632, certains disent c'est suite à une longue maladie. C'est suite à une maladie. D'accord? En fait, le prophète est mort d'un empoisonnement. Nous reviendrons là-dessus parce que les témoignages contemporains le disent. Il a été pris de violents maux de tête et de violents maux d'estomac suite à un festin. Ceux qui ont dit qu'ils sont les dépositaires du prophète, ce sont eux qui se sont débarrassés de lui. Et par la suite, ils se débarrasseront un à un de ceux qui lui étaient restés fidèles. Révélant ainsi au grand jour ce que l'enquêteur appelle à qui profite le crime. Parce que toi, tu ne peux pas être avec moi. Moi, je ne suis pas enterré. Déjà. Et toi, tu te bats contre mon gendre pour savoir qui est le calife. Voilà pourquoi les califes vont s'entretuer les uns et les autres tout le temps dans le sang. Le califat des Abbassides, le califat des Omeyyades, toujours le sang. Et on dit le sang appelle le sang. Parce que seuls ceux qui ont fait couler le sang des innocents périssent dans le sang. Quoi qu'il en soit, il est temps de résumer ce grand oral panafricain de Kovirek Mireille. Je vais faire un clin d'œil à Bandakari, le scribe des scribes, Kovirek Mireille, qui dit ceci. Après la mort de Muhammad en 632, un conflit sanglant va opposer les partisans de son gendre Ali, qui revendiquait sa légitimité successorale, établie, semble-t-il, du vivant du prophète, de l'aveu même de Bilal al-Habashi. Il y a un livre d'un doyen pour lequel j'ai une très haute estime, même s'il lui-même ne ressent pas cette effervescence de mon cœur vis-à-vis de lui. Il s'agit de Dumbi Fakoli et son livre intitulé Bilal le prophète. Dans ce livre, Dumbi Fakoli explique que si dans la hiérarchie de ceux qui entouraient Mohammed, quelqu'un était le plus estimé de Mohammed, c'était Bilal al-Habashi. Donc il a dit que le prophète avait une telle humilité en public devant Bilal al-Habashi que les gens en étaient arrivés à se demander si ce n'est pas Bilal al-Habashi qui était le vrai prophète en fait. C'est ce livre-là intitulé Bilal le prophète de Dumbi Fakoli. Je crois que du Mali profond, il appréciera cette marque d'affection de Kovirek Mireille aujourd'hui. J'affirme ensuite que une fois que ces luttes sanguinaires ont commencé, Abou Bakr ne va pas hésiter à faire usage de la force contre les gens qui étaient autour du prophète pour s'imposer. Parce que les Noirs qui étaient autour du prophète ont pris parti pour Ali. Donc ces Noirs étaient devenus des cibles de facto.
Parce que ils étaient condamnés soit à l'épuration, soit à l'exil. Quelques-uns se sont exilés. D'autres ont été tués, dont nous tenons la liste à disposition de nos frères musulmans. Mais c'est le successeur de Abou Bakr, qui s'appelle Omar, qui va planifier et exécuter l'idée chère à Abou Bakr de conquérir militairement l'Égypte. Cette entreprise fut actée au cours d'un célèbre conclave présidé par Omar en personne, qui évoqua alors la perspective d'obtenir un riche butin et de lever en Égypte une légion musulmane composée de convertis qui seront mieux traités ou de captifs réfractaires à la conversion qui, eux, seront des chairs à canon dans les armées du prophète. C'est au général, entre guillemets, noir, Amr ibn el-As, compagnon plus ou moins fidèle de Mohammed, adepte du double jeu et intime d'Abou Bakr, que fut confiée la direction opérationnelle de l'expédition militaire qui a été extrêmement coûteuse en vies humaines. On estime à près de 800 000 personnes le nombre de personnes massacrées pour pouvoir aller dans Kérouan. De 639 à 640, au moment de l'achèvement de la conquête de l'Égypte, le vandalisme et la cruauté des conquérants arabes sont restés à jamais gravés dans la mémoire collective des Coptes et des populations mélanodermes de Haute-Égypte, dont le martyre pour avoir refusé de se convertir à l'islam se poursuit jusqu'à nos jours au sein de la prétendue République arabe unique d'Égypte. Il y a deux populations qui souffrent le martyre aujourd'hui en Égypte. La première, c'est les Coptes, qui sont restés fidèles à la tradition orthodoxe. Parce qu'on a créé une fausse église copte, qu'on appelle l'église de Saint-Marc, pour pouvoir effectivement détruire la tradition copte néo-pharaonique. La deuxième, c'est les Noirs qu'on appelle les Nubiens. Si vous allez en Égypte aujourd'hui, en Haute-Égypte, vous allez voir des Noirs qui sont obligés de devenir des maçons, des gens qui travaillent pour les offices du tourisme, des Noirs qui sont traités comme des chiens, mais qui de temps en temps vous disent des vérités. Quand vous osez les approcher, et par contre ils ont peur quand les Arabes sont là. Ils disent que c'est eux qui sont à l'origine de Toutankhamon. C'est eux, leur rite là, que font leurs ancêtres. L'un de ces Arabes nubiens était effectivement le père même du président qu'on appelle Raïs Anwar el-Sadat, le dirigeant égyptien, qui a été assassiné par une armée de fanatiques et de malades qui ont attaqué en plein défilé militaire. Et donc, ils l'ont tué. Ils ont tué tous ceux qui étaient dans la tribune avec lui. Et celui qui a fait ça, il a dit qu'il s'appelle Islambouli. Dans son nom, il y a Islambouli, Islam. Et donc, on l'a mis dans une cage avec tous ceux qui ont fait ça. Et donc, il est arrivé fier avec la victoire comme ça. Et il a dit ceci. Je suis le prophète et j'ai tué Pharaon. Pharaon, en fait, c'est Anwar el-Sadat. Parce qu'il est noir. J'ai tué Pharaon. Et il ajoute, qui parmi les juges ici veulent connaître le sort de Pharaon? Levez la main ceux qui pensent que Pharaon est plus important que le prophète. Et personne n'a levé la main. C'est-à-dire, les juges n'ont pas dit que le président, sa vie est importante. Parce qu'il a dit, osez lever la main pour dire, qui est-ce qui défend la vie de Pharaon, sous-entendu de noir? Il y a dans les hadiths des passages haineux du genre, Pharaon descendu, noir carbonisé, des dalles de l'enfer ou des enfers, remonte à la surface pour commander le peuple de Dieu. Il faut lui redonner le chemin de la damnation et de l'enfer. Pharaon. Pharaona. Or, nous disons que Pharaona, c'est notre ancêtre.
Voilà ce que nous disons. Voilà. Donc ça veut dire que jamais nous ne renions nos ancêtres. Jamais nous ne renions nos ancêtres. Si effectivement Pharaon était si mauvais, pourquoi l'équipe nationale d'Égypte s'appelle les pharaons? Et pourquoi vous savez bien que Pharaon, c'est un être condamné aux gémonies de l'enfer. Et en même temps, vous prenez les trésors de Toutankhamon, vous vendez ça. C'est le trésor du pharaon, ça. De l'homme d'enfer. Comment pouvez-vous vendre ça? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont incohérents mentalement. Mais ce que je veux dire ici, c'est ceci. Et ça, cela va nous donner une idée des conditions dans lesquelles toute une partie de l'Afrique est devenue musulmane. Il en résulte donc, comme je vous l'ai dit, la civilisation, oui, la civilisation dont on parle a fait l'objet plusieurs fois de razzias. Parce que ils ont profité pour attaquer le Soudan, la Nubie. Parce qu'ils ont vu que la Nubie, c'était le deuxième verrou à faire sauter. Donc, ils ont saigné les Nubiens, tué tellement de Nubiens, que les populations comme les Noubas, tout ça était obligé de fuir encore vers le sud. C'est pour ça que vous les trouvez vers le Sédenga, jusque vers Endurmain. Et ceux qui n'ont pas pu fuir, qui ont été faits prisonniers, on leur a dit, vous devez donner 6000 hommes de moins de 20 ans. Chaque année. Et vous devez donner 5000 filles au sein dressé de moins de 15 ans. Et comme ça, vous allez satisfaire une des conditions du traité qu'on appelle le BAC. Le BAC, c'est un traité qui est comme le code noir. C'est le code noir arabe, ça, qu'on appelle le BAC. Et donc, les Nubiens étaient obligés de donner, jusqu'à ce que une femme va venir maintenant. C'est une femme qui est négro-touareg. Donc noir, quoi. Tu vois des fois des Touaregs qui ont des turbans, ils sont tous noirs, mais ils disent qu'ils sont blancs. Ils sont noirs, mais ils disent qu'ils sont blancs. Parce que personne ne veut être noir. Noir, ça veut dire esclave, habite en fait. Donc personne ne veut être noir. Et ils vont donc, une fois la Nubie vassalisée, attaquer l'Afrique du Nord. Donc l'Afrique du Nord est apparue logiquement comme la deuxième grande étape après l'Égypte et la Nubie. De cette chevauchée macabre et sanguinaire. Une figure impitoyable va émerger au cœur de cette épopée des 100 cœurs. Dans la fameuse province qu'on appelle Ifriqiya, que les Romains vont baptiser plus tard Africa. C'est Okba ibn Nafi, c'est un criminel. Okba ibn Nafi. Ces troupes fanatisées vont tuer tous les gens qui ne sont pas, dont les femmes ne sont pas voilées. Tous les gens qui ne sont pas déjà sous des minarets. Au lieu de prendre le temps même de leur apprendre le Coran, il dit que comme ils n'ont pas le Coran, il faut les tuer pour prendre leur terre. Et il va se heurter à une femme. Et cette femme s'appelle Koussaïla. En 683. Et cette femme finira par le faire capturer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'eux ils font aux autres, on va lui faire. C'est-à-dire son corps va être atrocement mutilé et écartelé. Et ensuite, exposé au soleil pour que les vautours viennent manger ça. Le voilà, le Okba Ben. Aujourd'hui, jusqu'à présent, en Syrie, c'est un héros. C'est un héros. Les femmes étaient enlevées au cours de ces razzias et transformées en esclaves sexuels, des biches à plaisir selon Ibn Ishaq, soumises dès l'âge de 8 ans aux vices et aux malices des sultans dans les harems. Quant aux hommes noirs qui n'étaient pas envoyés directement dans les légions musulmanes,
ils étaient réduits en esclavage et enrôlés comme chair à canon dans les légions. Et ceux d'entre eux qui n'ont pas de chance étaient émasculés pour servir de sentinelles devant les harems où les sultans prenaient leur plaisir dans des orgies orientales. Les Noirs autochtones d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de Libye, de Mauritanie, sont toujours appelés de nos jours abides, esclaves, majous, kafirs, privés de Dieu, infidèles par les Arabes, comme l'a rappelé récemment l'historien négro-tunisien Saleh Trabelsi de l'université Lyon 2, banni lui-même de son pays, tout comme son collègue Djir Messaoud pour avoir dénoncé cette négrophobie tenace au Maghreb. Il y a même des vidéos qui montrent qu'il y a des cimetières pour noirs et des cimetières pour blancs. Les cimetières pour noirs, quand vous voyez leur état, vous comprenez tout de suite que même après la mort, il n'y a pas d'égalité. Et pourtant, on parle de la même religion. Le démantèlement, la dislocation et la vassalisation de certains royaumes et empires africains, parce qu'après avoir attaqué l'Afrique du Nord, ils vont attaquer maintenant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Ils attaquent l'empire Songhai, l'empire du Tekro, est très prospère naguère, et commence alors la traite arabe, qui aurait fait, d'après certaines estimations minimalistes, au bas mot, 70 millions de victimes. Ce sont les estimations des chercheurs comme Lewis et les autres qui se sont spécialisés sur cette question-là. Donc, le premier souverain de l'Afrique au sud du Sahara, qui est consenti à se convertir à l'islam, en croyant ainsi épargner la vie de ses sujets, était l'empereur du Tekro, War Diaby. Cela n'empêchera pas les assaillants arabo-musulmans de rasier son territoire et de réduire une grande partie de ses sujets en esclavage. Les Arabes, appelés de nos jours Beydan, s'installèrent aussi dans son pays en instituant un système esclavagiste honteux qui perdure jusqu'à nos jours. C'est le cas des Noirs aratines qui ont perdu même jusqu'à l'usage de leur langue. Et n'est-ce pas en Mauritanie aujourd'hui où l'esclavage continue. Cette islamisation, suivie de l'arabisation sur fond de pratiques esclavagistes et persistantes, ne sont pas faites, se sont pas faites sans résistance. Un homme symbolise aujourd'hui encore, aux yeux de tous les Arabes qui le haïssent, comme ce n'est pas permis, ce refus opiniâtre de la soumission à toute influence arabe. Il s'agit de Soni Ali Ber, souverain indomptable de l'empire Songhai et héros du peuple kémite. Au Mali, on a coutume de célébrer Soundiata Keita et ses successeurs comme Kanka Moussa. Mais ce qu'on omet de dire, c'est que leur pouvoir reposait sur un compromis historique, pour ne pas dire une compromission avec l'islam, et une régression féroce et une répression féroce de ceux qui vont combattre l'islam sont assumés par eux-mêmes. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la chasse à l'homme qui a affecté les Soussous après la défaite de Soumaoro Kanté et le clan d'ascendance soninké qu'on appelle les Némoutés, qui eux aussi ont été bannis. Il y a même des Keïta qui ont été bannis, comme les parents de Modibo Keïta, auxquels nous avons consacré récemment un live. Certains membres influents de toutes ces familles ou confréries africaines réfractaires à l'islam furent même déportés en esclavage. Et on doit s'interroger sur tous ces faits historiques occultés jusqu'à nos jours. La secte arabo-musulmane rigoriste des Almoravides, dont le nom sort de Dar al-Murabatin, c'est de là que vient le mot marabout, a été fondée par Ibn Yassine pour mieux assurer une diffusion foudroyante de l'islam maraboutique en Afrique occidentale. Cette secte fera des adeptes jusqu'au Sénégal et en Haute-Guinée. On se souvient à cet égard de l'émergence de la confrérie Tidjaniya, des Tidjanes, fondée par Oumar Seydou Tall, un Peul dont l'influence demeure jusqu'ici prégnante. D'autres courants syncrétiques naîtront à leur tour dans le but d'ancrer la foi musulmane sans renier totalement, toutefois,
les cultures africaines du terroir. Tel fut le cas de la célèbre confrérie des Mourides, fondée par Cheikh Amadou Bamba, Serigne Touba, chef religieux, visionnaire, persécuté et déporté par le colonialisme français au Gabon, et dont le lieu saint se trouve être non pas la Mecque, mais Touba au Sénégal. Signalons enfin la valeureuse confrérie des Baye Fall, fondée par l'indomptable Ibra Fall, confrérie aujourd'hui rattachée en partie aux Mourides, mais dont une poignée de membres irréductibles continuent à rejeter l'islam sous toutes ses formes, tout en revendiquant fièrement leur statut de tiédo. C'est ainsi qu'on peut comprendre un des films célèbres du cinéaste sénégalais Sambel Ousmane, consacré au tiédo. Le courant religieux dirigé au Nigeria et en Haute-Guinée, en revanche, par Ousmane Danfodio, Othman Danfodio qui a pris même le nom de Othman, n'est-ce pas, a fondé le sultanat de Sokoto, est resté très puissant jusqu'à nos jours en pays Haoussa et au nord du Nigeria, y compris jusqu'au nord du Cameroun. En Afrique orientale, la pénétration du courant shirazien, originaire de la Perse, c'est-à-dire de l'Iran actuel, aux confins du Zanzibar, c'est-à-dire de Tanzanie, du Mozambique, jusqu'aux îles Comores, les 4 îles Comores, a donné naissance à un islam noir dont parle Vincent Montel dans son ouvrage. Un islam noir sur fond de mémoire traumatisée par les péripéties dramatiques de la déportation spectaculaire des Andes, qualifiée péjorativement de kafr en Irak. Le soulèvement durable de ces Azandés, qualifiés de Zandes, soulèvement victorieux à Bassora, a été suffisamment décrit avec force détail par l'historien serbo-croate Popovic pour qu'il faille revenir ici. Mais de nos jours, c'est le salafisme wahhabite importé directement d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar et du Koweït, n'est-ce pas? Et dont le théoricien historique s'appelait El-Wahhab, envisageait la création de califats partout en Afrique comme la condition sine qua non d'une conquête des lieux saints et plus tard des terres de mécréants en Asie et même une conquête de l'Europe via l'Afrique. On se souvient à cet égard, donc ça veut dire que nous devons considérer les phénomènes qu'on appelle l'islamisation d'Afrique comme relevant de cette longue tradition, n'est-ce pas, dont Cheikh Anta Diop nous a parlé dans mes ouvrages, notamment Alerte sous les tropiques. Zafio, Alerte sous les tropiques. Alerte sous les tropiques. Faut ramener, mais comment tu as ça? Ouais, toi aussi. Donc, cela veut dire que dans ces ouvrages, il est question de ce qu'on peut appeler les enjeux géostratégiques de cette islamisation et de l'arabisation de l'Afrique. Donc, le professeur Cheikh Anta Diop nous avait mis en garde contre le fait que nous ne sommes pas suffisamment sensibles à ces questions géostratégiques. Parce que lorsqu'on voit la façon dont beaucoup de pays sont aujourd'hui occupés, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir si l'islamisation et l'arabisation de l'Afrique sont planifiées ou pas. S'il s'agit d'un hasard ou si tout cela avait déjà été préparé, conçu à l'avance. Et c'est de ça que parle le professeur Cheikh Anta Diop dans le recueil Alerte sous les tropiques, dans le texte même qui s'intitule Alerte sous les tropiques, et qui a donné son nom au recueil d'articles. Ce texte a été rédigé, paru en décembre 1955 et en janvier 1956, pages 8 et 33, dans la revue Présence africaine numéro 5. Le professeur Cheikh Anta Diop écrit dans la partie intitulée Monde arabe et Afrique noire.
ce qui suit que je vais lire maintenant. Après l'Occident, le monde arabe est la deuxième force qui cherche à diriger le monde noir. Depuis le 7e siècle, le centre de gravité du monde arabe s'est déplacé lentement d'Asie en Afrique. Bien qu'il n'existe aucune unité naturelle en dehors de la culture entre l'Afrique du Nord, la Libye et l'Égypte d'une part, les États arabes du Proche-Orient d'autre part, il ne s'en est pas moins créé une Ligue arabe englobant tous ces pays. Aussi longtemps que les Arabes qui vivent en Afrique se sentiront plus attachés à leurs frères de race du Proche-Orient qu'au reste de l'Afrique noire, nous aurons le devoir et le droit de nous défendre devant leur attitude raciste. Si une fédération d'États arabes s'étendait comme une traînée de poudre sur toute l'Afrique du Nord, en englobant la Libye, pour se rattacher ensuite au reste du monde arabe, du Proche-Orient, l'Afrique noire serait rejetée au pôle sud comme au fond d'un gouffre profond. Si au contraire, les Arabes qui vivent en Afrique ne sont pas racistes et s'ils n'ont aucune arrière-pensée impérialiste, rien ne s'oppose a priori à leur fédération avec le reste de l'Afrique noire au sein d'un État multinational. En tout cas, nous souhaitons qu'il en soit ainsi. Tant qu'ils refuseront de considérer l'évolution politique de l'Afrique sous cet angle, nous serions coupables de ne pas prendre des dispositions élémentaires touchant à la limitation du monde arabe et du monde noir. Ceci amène à faire deux remarques au sujet du Sahara et de la Libye. Le Sahara a une superficie de 4 600 000 km², presque aussi étendue que l'Europe entière. Loin d'être inhabité, il est peuplé de 14 millions d'habitants, c'est-à-dire presque aussi peuplé que l'Afrique centrale, avec une densité de 3 au km². Cette population est essentiellement nègre et négroïde. C'est le devoir des Africains de l'apprendre aujourd'hui. L'importance économique du Sahara, pour ne citer que l'uranium, le pétrole et sa capacité de recevoir un équipement solaire, est inappréciable. Les moyens scientifiques modernes permettraient de le fertiliser. Il semble même que tout le Sahara repose sur une mer d'eau douce. À l'heure actuelle, où les grandes puissances se disputent le désert du pôle sud, couvert de plusieurs kilomètres de glace, c'est le devoir des intellectuels africains d'apprécier ces données géostratégiques à leur juste valeur et d'accorder au Sahara toute son importance. En jetant un coup d'œil sur la carte d'Afrique, il est aisé de constater que l'Afrique du Nord s'arrête au 30e parallèle. Il serait donc dangereux que la frontière d'autrui se trouve à quelques heures seulement de marche de nos centres industriels vitaux. Lorsque l'Égypte a révoqué les accords anglo-égyptiens de 1936 sur le canal de Suez, Winston Churchill, en quête d'un nouveau point d'appui en Méditerranée méridionale, créa l'État de Libye de toutes pièces et sa tradition en faisant forger le trône doré du roi d'Angleterre, alors que cette région avait moins d'un dactylographe comme intellectuel et comme ressources économiques, tout au plus 3 millions de dattiers. En dehors de Benghazi et de Tripoli, il n'existait pas de ville en Libye. La Libye n'était qu'un lieu de passage désertique, un lieu de transit. Il n'existe pas de conscience nationale libyenne. Dans l'Antiquité, les habitants de la Basse-Égypte portaient le nom de l'Ébou ou l'Éboué, et ceux de Haute-Égypte qui habitaient sur les hauteurs bordant la vallée du Nil étaient appelés Kaou-Kaou dans la langue pharaonique elle-même. Libye est une déformation grecque donc du mot africain l'Ébou. Lorsque ces populations ont émigré et qu'une fraction est venue s'installer au Sénégal, elles ont gardé leurs habitudes ancestrales. Les Lébous du Sénégal sont originaires de la Libye actuelle et ont conservé intactes toutes leurs traditions. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que pour Cheikh Anta Diop, l'Afrique du Nord, le Maghreb n'existe pas, en fait. C'est une création artificielle. C'est une région décisive si nous voulons nous protéger de l'agression des rives de la Méditerranée par l'Europe. Tout conflit maritime avec des grands navires sous-marins qui porteraient des têtes nucléaires pourrait atteindre l'Afrique immédiatement si l'Afrique du Nord n'est pas sécurisée. Donc, le continent africain n'est pas à l'abri aujourd'hui
d'une plongée dans le gouffre, comme l'a dit Cheikh Anta Diop. Parce que les Arabes envisagent d'aller jusqu'à Tombouctou, de descendre jusqu'à Kidal et d'appeler ça l'Azawad. Les mêmes Arabes veulent prendre une partie du Burkina Faso, veulent descendre jusqu'au Cameroun. Et donc, ce sont là les conflits à venir demain. Et ces conflits sont encouragés, instrumentalisés par les Occidentaux qui ont noué des alliances stratégiques avec les Qataris, avec les habitants d'Abu Dhabi, avec les habitants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donc, ce que j'ai voulu dire ce soir, quand on laisse de côté le contexte quelque peu polémique, c'est que la méconnaissance de l'histoire ancienne, de l'histoire de la période impériale, celle des grands empires et des grands royaumes, de l'histoire des temps modernes et de l'histoire de la période contemporaine de l'Afrique est préoccupante. Une focalisation s'exerce sur l'Égypte et la vallée du Nil. Beaucoup d'Africains pensent que pour connaître l'histoire de l'Afrique, il faut d'abord connaître l'Égypte ancienne et être égyptien. Mais c'est oublier les ouvrages généraux qui nous servent de source pour constituer notre opinion sur l'Égypte ancienne. Ce sont des ouvrages de deuxième main qui procèdent souvent de commentaires sur des commentaires. Jusqu'ici, nous n'avons pas accédé aux sources, ce que nous appelons la bibliographie primordiale, c'est-à-dire les papyrus de l'Égypte antique. Ce fait-là doit être porté à la connaissance de tous les Africains. Nous devons nous orienter vers la bibliographie primordiale, car elle seule nous permettra d'aller directement à la source. Comme le professeur Cheikh Anta Diop nous demande de nous orienter dans antériorité vers la vallée du Nil. Il parle plutôt des sources du Nil, depuis la région des Grands Lacs africains. Deuxièmement, nous disons que même les publications qui reprennent les légendes, les textes anciens, initiatiques, les contes initiatiques de nos ancêtres qui ont fait l'empire de Ghana, qui ont fait l'empire Songhai, qui ont fait l'empire du Mali, qui ont fait tous les empires jusqu'à Zimbabwe, Mwenemutapa, en passant par le royaume du Congo, le royaume Chiluba, le royaume du Dahomey, la confédération Ashanti. Tous ces textes, on ne les a jamais étudiés. Et ces textes sont dans les langues africaines et constituent ce que j'appelle la bibliographie primordiale également. Tout ce que nous lisons, ce sont les livres écrits en français. Même les livres écrits en français, mais qui parlent du paradigme africain, on ne les lit pas. Ce sont là les livres dont je parle à propos des séquences vidéo live que nous faisons ici même à Taméry avec le frère de combat Narmer Zéo. Donc, il faut aussi tenir compte des ouvrages qui ont été rédigés par les Arabes, par les Occidentaux, par les Chinois, par les Indiens, et qui donnent une image déficitaire des Noirs. Parce que tous ces gens-là, nous les appelons nos compagnons de lutte, de fortune et d'infortune du tiers-monde. Mais l'idée qui se font du noir, c'est que le noir, c'est le dernier dans l'échelle humaine. Et partout où on va, même en Inde, les Dravidiens sont considérés comme des intouchables. Les Noirs sont discriminés partout sur la terre. Nous devons connaître ces ouvrages. Mais nous devons connaître aussi les ouvrages des Européens de bonne foi, les Arabes de bonne foi, les Chinois de bonne foi, les Japonais de bonne foi, qui, eux, ont préféré affronter leur propre peuple, affronter leurs propres États,
pour dire une parcelle de vérité sur ce qu'ils savent de l'apport du peuple noir à la civilisation humaine. Nous ne devons pas renvoyer aux autres l'ingratitude dont ils font preuve vis-à-vis de nous. Nous devons mentionner tous ceux qui ont pris des risques, quelle que soit leur couleur de peau, pour faire connaître la vérité. Car il n'est pas facile de défendre la vérité dans un océan de mensonges. C'est la raison pour laquelle je voudrais rappeler, au terme de ce grand oral panafricain, le troisième du genre, consacré à l'islam, que le prochain oral sera consacré au bouddhisme. Donc, beaucoup d'Africains veulent aujourd'hui être bouddhistes. C'est une mode maintenant dans certains pays africains. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle la grande organisation des bouddhistes du Bénin. Et ils sont en train de faire du prosélytisme pour que jusqu'au fin fond des villages, on devienne bouddhiste. Donc ils font appel à des moines Shaolin. Ils font appel à beaucoup d'Asiatiques pour faire des démonstrations publiques. Et quand ils arrivent dans certains villages, il y a des villageois qui sortent et qui font exactement les mêmes gestes que les arts martiaux. Et c'est là où on se demande, pourquoi on vient nous enseigner ça? Puisque certains ici font ça, font la même chose. En fait, ceux qui ont le courage de le dire, ils disent que c'est un proverbe. Pour être brave et bon combattant, un samouraï doit avoir une goutte de sang noir, doit avoir du sang noir. Ce qui veut tout dire. Jaïkem, un de nos étudiants, Motune et moi-même, a élaboré un ouvrage magnifique intitulé Les arts guerriers. Donc, ici même à Taméry, vous trouverez cet ouvrage. Donc, ce que nous voulons dire ici, à ce stade, c'est que les Africains pensent que tout leur vient de l'extérieur. Rien ne vient d'Afrique. Tout vient d'extérieur. Donc, il faut acclimater le bouddhisme en Afrique, parce que le bouddhisme est étranger à l'Afrique. Alors que l'esprit même du bouddhisme, c'est l'esprit des villages africains, c'est l'esprit des frères guerriers africains qui ont emmené la capoeira et toutes les autres formes de danse dans la musique, tous les arts martiaux partout dans le monde. Mais aujourd'hui, ceux qui en bénéficient financièrement sont tous des non-africains. Donc, la réappropriation de notre héritage est devenue une exigence. Et c'est la raison pour laquelle je vais parler, effectivement, à travers cette mode d'exportation de ce qu'on appelle les biens culturels de l'Asie et spirituels vers l'Afrique. Je vais démontrer que c'est l'Afrique qui a été la terre de leur enfantement. Ce sera donc mercredi prochain. Mais avant, comme chacun le sait, nous allons, samedi, ici même, faire la démonstration de ce que nous appelons le culte divin journalier adressé à Amon-Ré, aux Nétérous primordiaux et aux ancêtres divinisés. Parce que ce culte doit être désormais généralisé. Le seul objectif que nous en tirons, c'est donner au peuple africain une synergie sur le plan spirituel, mais aussi leur donner un mental de guerrier trempé en Afrique, mais aussi leur donner aussi ce qu'on appelle les valeurs spirituelles de la mat. Les valeurs spirituelles de la mat. Il va sans dire que dimanche, je vais réunir 12 personnes. Il ne s'agit pas des 12 apôtres. Mais je vais réunir les 12 personnes qui ont le plus manifesté leur motivation. Depuis que je suis arrivé ici, et qu'avec l'aide du frère Taméry, du frère Narmer, qui a été d'une loyauté sans faille à cet égard, ces frères, parmi eux, il y a 6 frères et 6 sœurs. Bon, il y a encore 2 places pour les sœurs. Et
Dimanche, je vais les former. Papyrus à l'appui, à la mate. Parce que la mate apparaît aujourd'hui sous quelque angle qu'on envisage le problème africain, comme le concept opératoire qui va permettre la renaissance du peuple kamite. C'est le concept central du paradigme kémite lui-même, ainsi que nous l'a enseigné le professeur Obenga, dont il me plaît, au terme de ce live, de rappeler quelques lignes parues dans son ouvrage qui est une somme, la philosophie africaine de la période pharaonique 2780-330 avant notre ère. Le Noun est le germe de l'être et de la pensée, comme de notre pensée de l'être même. Voilà pourquoi les Africains de l'Égypte pharaonique ont senti et pensé la nature comme un ordre cosmique global, se renouvelant sans cesse à la manière du soleil qui se lève et se couche chaque jour, et le monde est habitable malgré la nuit qui transite. Ainsi, la théorie du Noun, qui fait que la vie préexiste dans la matière, mais ne se révèle comme force créatrice que lorsque l'intelligence elle-même, Ra, atome, forme complexe et supérieure, prise par le Noun en sa mutation structurale, implique à son tour une autre théorie, celle de la maths, principe primordial qui ordonne toutes les valeurs, y compris, par exemple, la conduite de la guerre juste par Pharaon lui-même. Il est de l'ordre cosmique, en effet, et de l'ordre de la vérité-justice, que Pharaon, pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il symbolise, protège le pays, l'univers, le cosmos du désordre, du chaos, de la famine, de la misère. En demeurant, tout homme en société doit se conformer à la justice et à la vérité, à la maths, vertu suprême, guide et mesure de tout l'agir de l'homme. Le maths, la maths est de l'ordre du comme il faudrait, comme il faut, tandis que le Noun est de l'ordre de ce à partir de quoi ce qu'il faut devient ce qu'il faut. Le cosmos immense et l'humanité entière régnant sur la planète Terre, la structure primordiale avec toutes ses nervures essentielles et l'invention de la connaissance de soi qui ne va pas sans celle du devoir qui s'impose à soi. Telle est la couche originelle de la philosophie pharaonique dès le rythme majeur des pyramides où Noun traduit la notion de matière opérante et où la maths représente en hiéroglyphe parfait la notion élevée de la perfection morale opératoire. Matière dynamique et vivante donc, le Noun est également essence de toute chose et crée de lui-même le passage du non-être à l'être, le passage de l'avant à l'après, c'est-à-dire le passage de la somnolence de la conscience à l'éveil de la raison qui par le verbe créateur nomme, désigne, classifie, ordonne, commande, bref, fait être tout ce qui est. Sorte d'harmonie préétablie au plan cosmique, la maths qui est ordre, vérité, justice, félicité suprême, invite l'homme en société à faire et à dire, à penser ou à agir, à vivre et à mourir selon le vrai, le normal, le juste milieu, bref, selon la vertu, avec tout ce que ce mot implique dans la mentalité négro-égyptienne, d'hiératique, de traditionnel et de transcendant, d'impératif et d'absolu, Obenga. Donc ça veut dire que Obenga souligne ici ce qui fait la grandeur de la civilisation égyptienne. C'est-à-dire le fait que la civilisation égyptienne tout entière a été édifiée sur la science de l'ordre
de l'univers. Et cet ordre de l'univers se manifeste par une loi divine transcendante qui est la Maat. Voilà ce qu'il n'y a pas dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Voilà. Donc ceux qui parlent d'origine africaine, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, doivent chaque fois revenir à l'idée selon laquelle le judaïsme, le christianisme et l'islam ignorent la loi divine transcendante de la Maat. C'est de cela que je parlerai dimanche. De 15h à 19h, uniquement en m'appuyant sur les textes hiéroglyphiques. Je vais concevoir, pour ce faire d'ailleurs, un document de 40 pages qui sera entièrement rédigé, manuscrit par moi-même, où je donnerai aux gens ce que j'ai appris moi-même de la Maat. C'est-à-dire comment j'ai appris la Maat dans les textes hiéroglyphiques. Et je transmettrai ça aux 12 personnes qui ont été choisies pour pouvoir faire un travail en profondeur parce qu'ils en ont exprimé eux-mêmes la volonté et la vocation. Je voudrais enfin dire que ce travail n'était pas destiné à créer une frustration auprès de qui que ce soit. Ce travail n'est pas destiné à critiquer Bandakali. Ce travail est destiné à clarifier des notions essentielles pour la renaissance kémite que la jeunesse n'a pas la possibilité d'acquérir et que les chroniques souvent discutables de Bandakali ne permettent pas de clarifier non plus. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce grand oral panafricain en m'adressant directement à la jeunesse, en m'adressant à ceux qui savent qu'ils ne savent pas. Et nous-mêmes, nous sommes persuadés de l'idée que le savoir est comme un océan immense et qu'aucune soif inextinguible ne peut amener quelqu'un à engloutir tout un océan en prétendant détenir la totalité du savoir dans toute la mesure du possible. L'humilité a toujours été l'acte de fondation de la civilisation de nos ancêtres, qui disait qu'il faut apprendre de celle qui est affairée sur sa meule, la paysanne qui est affairée sur sa meule, autant qu'on apprend du scribe qui est élevé dans les étoiles et qui apprend à partir du ciel. La terre et le ciel, il y a une jonction. Cette jonction s'appelle Chou. C'est lui qui soulève le ciel. C'est lui qui soulève, c'est lui qui joint, Geb à notre. Je voudrais donc rendre un hommage, comme j'ai coutume de le faire, au professeur Cheikh Anta Diop, au terme de ce grand oral. Et comme certains ont l'habitude aussi de rédiger ce fameux passage que je cite tout le temps, je voudrais reprendre ce passage aujourd'hui en disant que nous devons reproduire ce passage avec une photo de antériorité sur nos pages Facebook. Comme ça, nous allons nous reconnaître entre mille. Nous saurons qui est qui fait quoi, qui dit quoi, qui veut quoi et qui pense quoi. Nous allons nous reconnaître à travers notre famille spirituelle africaine. Cheikh Anta Diop écrivait, page 12. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme,
qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive libre ou mourir, nous vaincrons. Hotep!